Nous ne devons pas avoir honte de notre bilan. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Chaque militant doit le marteler sans aucune gêne. Le bilan du PCT est positif, il n'y a aucun doute. Lorsqu'on suit ce discours de M. Gilbert Ondongo, je me suis posé la question, mais en fait, c'est quoi le développement? Parce que on nous a habitués avec des concepts, mais des concepts pour lesquels on se dit on a compris. Mais est-ce qu'on a réellement compris de quoi on parle? Généralement, quand on parle du développement, on parle du développement économique. Mais ce serait quoi le développement économique et quels sont les indices qui permettent de se rendre compte que le pays est en train de se développer? Les 20 pays africains les plus pauvres et endettés. Numéro 20, le Congo-Brazzaville. Numéro 19, la Zambie. Numéro 18, la Guinée-Bissau. Numéro 17, Comores. Numéro 16, la Gambie. Numéro 15, le Libéria. Numéro 14, la Guinée. Numéro 13, l'Éthiopie. Numéro 12, le Togo. Numéro 11, l'Érythrée. Numéro 10, Madagascar. Numéro 9, la République centrafricaine. Numéro 8, le Tchad. Numéro 7, Sierra Leone. Numéro 6, le Niger. Numéro 5, la Mozambique. Numéro 4, le Malawi. Numéro 3, la République démocratique du Congo. Numéro 2, la Somalie. Et en première position, nous avons le Burundi. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour nos analyses habituelles autour de l'émission La Chronique que j'ai le plaisir de vous présenter. Je suis donc Didier Moueni Ivolo. Une fois de plus, je vous retrouve autour de notre chronique. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet autour du discours du très sulfureux ministre Gilbert Ondongo. Ce monsieur membre du PCT a tenu des propos quand même graves pour notre pays, puisque lors des préparatifs du congrès du PCT, alors on se demande si c'est préparer le congrès ou si c'est déjà la campagne présidentielle, parce que lorsqu'on voit comment se comportent les responsables du PCT, on pourrait croire que nous sommes en campagne présidentielle. Bref. Donc, il a fait un discours dans lequel il présente le Congo comme un pays qui est en train de se développer, qui est en voie de développement, et que le bilan de Sassou est très, très, très positif, que les militants du PCT doivent le marteler, ils ne doivent pas rougir, ils ne doivent pas avoir honte, ils ne doivent pas céder à la chienlit. Alors, en tout cas, il a comme ça lancé des anathèmes. Lorsque j'ai écouté son discours et j'ai regardé la réalité du Congo, en fait, je me suis dit, alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit son discours est vrai, mais dans ce cas, il faut qu'il nous dise dans quel Congo, de quel Congo il parle, de la République du Congo ou d'une autre République du Congo qui serait dans des dimensions parallèles supérieures. Parce que si c'est le Congo qui est le nôtre, j'ai du mal à me retrouver lorsque je me promène dans les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Kinkala, d'Imfondo, de Liranga, de Djambala, de Makoti-Poko, ou encore de Mbé, comme vous voulez. Ou de Mosaka, on ne peut même plus marcher dans la plus grande partie de Mosaka. Alors, soit il nous parle du Congo que nous connaissons, alors dans ce cas, il faut que Monsieur Gilbert Ondongo puisse revoir un peu sa copie, parce que le Congo, aujourd'hui, la République du Congo,
aujourd'hui ne correspond pas au pays qu'il a décrit. Pour que les téléspectateurs de R7 puissent comprendre, je vous laisse regarder la vidéo de Gilbert Ondongo et nous poursuivons notre analyse. Nous ne devons pas avoir honte de notre bilan. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Chaque militant doit le marteler sans aucune gêne. Le bilan du PCT est positif, il n'y a aucun doute. C'est une phrase de trop. Gilbert Ondongo se retrouve au cœur d'une vive polémique après des propos jugés déplacés voire insultants par une grande partie de l'opinion publique congolaise. Dans un contexte de précarité généralisée, l'affirmation selon laquelle le bilan du PCT est largement positif passe mal, très mal. Dans tous les cas, si nous prenons le bilan de 40 ans, nous voyons que il n'y a pas à dire que le bilan est logé. Puisque, moi qui vous parle, je suis le fils d'un monsieur qui a travaillé à la ferme d'État de Mbé. Pendant ce temps, le président Sassou est au pouvoir. Mais quand on a la conférence nationale, la ferme d'État de Mbé n'existe plus. La ferme d'État de Combé n'existe plus. Le truc de, comment on appelle, l'industrie textile de comment on appelle ça, de Kissundi n'existe plus. Donc, le tissu industriel mis en place par ses prédécesseurs, quand nous arrivons à la conférence nationale, ça n'existe plus. Maintenant, quand nous sommes sortis de là, combien d'industries on a créé, je ne sais pas. Lui, l'économiste, il est mieux placé pour nous le dire. Au moment où les Congolais peinent à joindre les deux bouts, où le coût de la vie explose et où les services de base se raréfient, ces déclarations résonnent comme une provocation. L'électricité est devenue un luxe quasi inaccessible. Les coupures quotidiennes et répétées rythment le quotidien des ménages et asphyxient les activités économiques. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, entreprendre dans un secteur dépendant de l'énergie électrique relève aujourd'hui du pari risqué. Depuis le matin, on ne travaille pas. C'est un manque à gagner puisqu'on ne travaille pas. Toutes les machines, ça coûte cher. Toutes les machines là, ça coûte cher. Mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. La situation de l'eau potable n'est guère plus reluisante. Dans plusieurs quartiers de la capitale, l'eau n'a pas coulé depuis des années. Pour les rares zones encore désertes, l'accès relève du hasard, un filet d'eau après 2 ou 3 jours de coupure. Face à cette défaillance structurelle, des initiatives privées se sont multipliées, notamment les forages, devenus une alternative de survie plutôt qu'un choix. Sur le plan économique, le tableau est tout aussi sombre. Le secteur privé peine à redémarrer, faute de politique publique efficace. L'incapacité du gouvernement à impulser une relance crédible se traduit par un climat social tendu. Les grèves à répétition à l'université Marien-Ngouabi en sont une parfaite illustration. Plus récemment, la grève des mairies du Congo a plongé des milliers de familles dans l'angoisse, paralysant des services essentiels comme la morgue. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'entourement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Que dire de l'état des routes à Brazzaville et à Pointe-Noire? Dans les 2 principales villes du pays, la situation est unanimement qualifiée de catastrophique. Chaussées dégradées, nids de poules omniprésents, circulation chaotique. On a du mal à circuler. Tel que là, vous voyez derrière moi, c'est vraiment des catastrophes en fait. Quand une pluie tombe, avoir même le transport pour aller au travail, c'est des difficultés. Là, l'État est venu mettre les terres jaunes, c'est comme pour nous mettre encore en difficulté. Le sport, autre baromètre social, n'échappe pas à cette délinquescence. Jadis fierté nationale, le football congolais est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Championnats nationaux irréguliers, clubs abandonnés à leur sort, stades délabrés, joueurs livrés à la débrouille, la crise est profonde. Et le temps manquerait pour évoquer en profondeur l'état du système sanitaire et scolaire, l'insécurité ou encore la corruption endémique qui gangrène les institutions et mine la confiance des Congolais. Gilbert Ondongo, ancien ministre des Finances et du Budget, n'est pourtant pas sa première déclaration controversée.
C'est le même responsable qui avait assuré par le passé que le Congo disposait de ressources financières suffisantes. C'est aussi lui qui avait annoncé la mise en place d'un fonds pour les générations futures, un fonds dont la trace reste, jusqu'à ce jour, introuvable. Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés. Certes, après plus de 40 années au pouvoir, le Parti congolais du travail et les gouvernements successifs peuvent revendiquer certaines réalisations. Des hôpitaux ont été construits, des écoles érigées, quelques réformes engagées, mais ces acquis apparaissent dérisoires au regard des immenses potentialités du pays et des attentes légitimes de la population. Le Congo, riche de ses ressources naturelles, aurait pu et dû faire bien mieux. C'est précisément ce décalage entre le discours officiel et la réalité quotidienne qui choque, même au sein de son propre camp. Les propos de Gilbert Ondongo interrogent. Car malgré les bilans dits positifs, une majorité de Congolais continue de vivre sous le seuil de pauvreté, tandis que plusieurs secteurs clés stagnent, voire régressent depuis des années. Lorsqu'on suit ce discours de M. Gilbert Ondongo, je me suis posé la question, mais en fait, c'est quoi le développement? Parce que on nous a habitués avec des concepts, mais des concepts pour lesquels on se dit on a compris. Mais est-ce qu'on a réellement compris de quoi on parle? Généralement, quand on parle du développement, on parle du développement économique. Mais ce serait quoi le développement économique et quels sont les indices qui permettent de se rendre compte que le pays est en train de se développer? Les 20 pays africains les plus pauvres et endettés. Numéro 20, le Congo-Brazzaville. Numéro 19, la Zambie. Numéro 18, la Guinée-Bissau. Numéro 17, Comores. Numéro 16, la Gambie. Numéro 15, le Libéria. Numéro 14, la Guinée. Numéro 13, l'Éthiopie. Numéro 12, le Togo. Numéro 11, l'Érythrée. Numéro 10, Madagascar. Numéro 9, la République centrafricaine. Numéro 8, le Tchad. Numéro 7, Sierra Leone. Numéro 6, le Niger. Numéro 5, la Mozambique. Numéro 4, le Malawi. Numéro 3, la République démocratique du Congo. Numéro 2, la Somalie. Et en première position, nous avons le Burundi. Alors, je ne suis pas là pour faire un cours magistral sur ces notions, ces concepts, non, mais de prendre quelques idées comme ça pour permettre aux téléspectateurs et tous ceux qui suivent cette émission puissent se retrouver. Donc, quand on parle du développement, on parle aussi d'indices de développement humain. Et très souvent, on va prendre comme ça des critères d'évaluation, parmi lesquels il y a l'espérance de vie à la naissance. Un Congolais qui naît aujourd'hui, un enfant qui naît aujourd'hui au Congo, le jour de sa naissance, il peut vivre jusqu'à combien d'années? L'espérance de vie au Congo avoisine encore les 60 ans seulement. Là où ailleurs, on est autour de 80, 90 ans. Au Congo, c'est encore autour de 60 ans. On peut aussi prendre le niveau d'éducation, puisque vous dites vous êtes en voie de développement. Donc, il faut les données de santé qui montrent, parce que la santé, c'est quoi? La médecine, c'est quoi? La médecine, aujourd'hui, mais depuis longtemps aujourd'hui, c'est prévenir les épidémies, les pathologies, c'est guérir les malades, c'est faire les recherches pour avoir les médicaments adaptés. Et donc, l'être humain, le corps humain tombe malade, c'est pas le problème de tomber malade,
Mais est-ce que nous avons un système de santé qui fait que lorsque quelqu'un tombe malade, en tout cas, il est soigné, il est guéri et il repart au travail, à la production. Alors, il y a des maladies incurables, là n'est pas le sujet. Il y a des maladies qu'on peut, voilà, des maladies qu'on garde à vie, comme l'hypertension, comme le diabète, le cancer, le sida, ou j'en passe. Mais même pour ces maladies-là, l'état actuel des connaissances scientifiques ou des connaissances médicales fait que il y a des traitements de longue durée, comme on appelle en médecine, qui permettent aux gens de vivre une vie convenable, oubliant même qu'ils étaient malades. Le plus important, c'est de bien suivre leur traitement. Et donc, si vous n'avez pas ce système de santé, vous ne pouvez pas parler de la marche vers le développement, parce que à chaque fois que les gens tombent malades, vous n'êtes pas capable de les soigner et de les remettre sur pied. On parle aussi du niveau d'éducation scolaire. Alors, vous vous souvenez de ce discours que Sasuke a dit, on a décidé de tout détruire le système éducatif au Congo. Évidemment, là aussi, comment peut-on parler comment peut-on affirmer avec cette aisance que le Congo est sur la voie du développement, que le bilan est positif, lorsqu'on voit la situation de notre système éducatif. Je vous laisse suivre cette vidéo sur l'état de santé chez nous. Résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans les conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir. Parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents. Alors, vous voyez bien que dans cette vidéo, cette femme déplore un peu l'état de santé. Alors, c'est symptomatique. Nous sommes à Pointe-Noire, à Adolphe Cissé, mais l'exemple peut être multiplié dans tous les hôpitaux du Congo. On a vu les images qui traînent sur les réseaux sociaux sur l'hôpital militaire à Brazzaville. Lorsque je discute avec certains amis, ils me disent, mais aujourd'hui, les personnes âgées, par exemple, les personnes âgées ne veulent même plus aller dans les hôpitaux parce que il y a quelque chose qui est véhiculé comme ça, que les personnes âgées sont plus en danger dans les hôpitaux qu'à la maison. À la limite, ils préfèrent même aller dans une clinique que dans les hôpitaux généraux du Congo, ou encore avoir quelqu'un qui vient les soigner à la maison que de se présenter dans un centre hospitalier ou dans un centre de santé. Donc, comment pouvez-vous penser qu'avec un système de santé pareil, un système de santé médiocre, non pas à cause des médecins, attention, ce n'est pas le corps médical qui est mis en cause, sauf si on a quelques médecins corrompus ou on a pu voir le directeur de l'hôpital Adolphe Cissé mis à mal dans cette affaire de vente d'oxygène alors que les enfants sont malades, les personnes sont malades et les parents n'ont pas toujours les moyens, l'oxygène qui devait être gratuit, mais ils le vendent. Bon, en dehors de cette... Mais quand on regarde plus globalement dans tout le Congo, on a des problèmes autour des hôpitaux. Vous avez Denis Sassou Nguesso qui dit les hôpitaux sont dans la brousse, Colline Makosso qui dit on a construit 12 hôpitaux généraux. Donc, dans ce flou-là, on ne remet pas en cause les médecins qui, pour certains, font leur travail correctement avec peu de moyens. Mais une absence de stratégie nationale, de stratégie globale de traitement des problématiques liées à la santé publique. Comment on prévient les épidémies, comment on soigne ceux qui tombent malades et
quelles recherches on met en place autour des problèmes de santé, des maladies qui nous concernent, même de la pharmacologie. Qu'est-ce qu'on met en place pour que nous puissions produire certains médicaments tombés dans le domaine du générique. Il y a des médicaments qui sont encore protégés par des brevets, mais vous avez des médicaments qui sont des génériques et tout le monde peut en fabriquer. Les Indiens, les Chinois en fabriquent, et de l'Inde, des fois, nous arrivent des médicaments mal fabriqués avec des conséquences pour ceux qui suivent la presse médicale internationale, avec les conséquences en Afrique. Donc, puisque on nous parle donc du développement du Congo avec un bilan positif, regardez cette vidéo, ces deux vidéos à la fois de l'université Mariam Ngouabi, mais aussi d'un lycée à Pointe-Noire. Le collège intersyndical relève avec indignation l'indifférence du gouvernement face aux énormes difficultés que vivent les travailleurs de l'université Mariam Ngouabi et exige 1. Le paiement de 5 mois de salaire dû aux travailleurs de l'université Mariam Ngouabi, août et septembre 2024, août, septembre et octobre 2025. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues depuis l'année 2018. 3. Le versement par le Trésor public de l'ensemble des cotisations sociales des agents de l'université Mariam Ngouabi aux caisses de sécurité sociale. En considération de ce qui précède, le collège intersyndical décide du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter du lundi 17 novembre 2025 à 7h00 à l'université Mariam Ngouabi, avec arrêt de tout le processus d'inscription et de proclamation des résultats des différents concours. C'est encore une grève générale illimitée à laquelle les établissements et facultés de l'université Mariam Ngouabi vont observer à partir du lundi 17 novembre. Une décision actée lors de la réunion du collège de l'intersyndicale de l'université Mariam Ngouabi le 15 novembre, tenue au sein du complexe universitaire Bayardel. En toile de fond de la mesure du collège l'intersyndicale de l'université Mariam Ngouabi, les revendications socio-professionnelles des agents de cet alma mater public. Le trésor public défalque dans nos salaires, mais ne verse pas ça dans les deux caisses de sécurité sociale. Et en date du 6 octobre, nous avons été reçus par le gouvernement pour parler de ces trois points. Et les promesses ont été faites, mais non tenues jusqu'à aujourd'hui. Et c'était que jusqu'au 25 octobre, devrait suivre le règlement de ces cotisations sociales et même le paiement de salaire. Et il y avait aussi une partie des heures qui devaient être payées, mais tout cela, c'est des promesses non tenues. Et au regard de tout cela, aujourd'hui, nous sommes dit, on ne peut plus continuer à vivre avec des promesses. L'université Mariam Ngouabi est en proie depuis plusieurs années à une crise sociale qui perturbe tant le planning académique que la formation des étudiants au sein de cette institution publique. Tala, depuis que vous avez na bague rouge, vous avez non vu, à vous tala pour un mois, la lissage en Congo Brazzaville à Pointe-Noire, un mois, vous avez na Salako. Vous avez cousé la taille qui va comprendre. Vous avez ça va imaginer. Un mois, vous vivez dans la marque. Ça marqué. Avec salarié avec vous. Avec salarié avec vous. Avec salarié avec vous. Imaginez aller penser un président qui a plus de 40 ans, voire sans rien faire. Tout ça pour un petit peu français. Ces deux vidéos que nous venons de regarder montrent à suffisance la crise du système éducatif au Congo. On peut tout dire, mais ces deux vidéos sont symptomatiques. Vous voyez des lycéens qui se plaignent, ça fait plus d'un mois, ils n'ont plus de cours. Où sont les enseignants? Alors, je ne suis pas en train d'incriminer les enseignants, mais je dis juste, comment se fait-il que les enfants arrivent à l'école, ils n'ont pas cours, on ne sait pas où sont les enseignants peut-être n'ont pas les moyens de se déplacer puisqu'ils ne sont pas payés. Et ça, c'est le modèle d'un pays développé. Et si on n'en parle pas ici sur R7, de nombreux Congolais qui ne sont pas de Pointe-Noire, qui ne sont pas directement concernés, ne sauront pas. Si on voit dans son quartier
le lycée du coin ou de la ville, les enfants sont à l'école, mais sachez-le, il y a des lycées à Pointe-Noire, il n'y a pas cours parce que les enseignants ne sont pas présents et c'est des enfants qui vont passer le bac, ils ont des raisons de s'inquiéter. Alors, que fait le préfet du Kwilu? Que fait le directeur régional de l'enseignement au Kwilu? Que fait la mairie de Pointe-Noire? Tous les responsables politiques, et puis j'arrive à au ministère de l'enseignement supérieur et au Premier ministre, et puis, in fine, le président de la République, les parlementaires. À Pointe-Noire, il y a bien des députés. Au Congo, il y a bien des députés. C'est pas obligatoire d'être député de Pointe-Noire ou sénateur de Pointe-Noire ou du Kwilu. Mais les députés du Niari, du Poul, de la Cuvette, de la Sanga, de la Likwala, ainsi de suite, peuvent se saisir de ce problème. D'interroger le gouvernement en disant, mais tiens, l'université est malade. À Pointe-Noire, on apprend qu'il y a des lycées qui n'ont pas cours depuis plus d'un mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Un autre indicateur, lorsqu'on veut évaluer le niveau de développement humain d'un pays, c'est autour des revenus. Or, on sait très bien qu'au Congo, plus de la moitié de la population vit avec moins de 3 dollars, moins de 2 dollars ou 3 dollars par jour. Ce sont des indicateurs internationaux qui permettent de définir si vous êtes un pays en voie de développement, un pays développé, un pays du tiers-monde, du quart-monde, un pays sous-développé, comme vous voulez. Quand on prend les indicateurs du Congo, nous ne sommes pas dans cette optique-là. La situation du Congo ne permet pas de dire que nous sommes un pays en voie de développement. Et puis, pour vite couper l'herbe sous les pieds du ministre de M. Gilbert Ondongo, mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, écoutez-moi bien. Je vous dis toujours, ayons un peu le sens de l'histoire. L'histoire, c'est très important. Parce que l'histoire nous permet, on nous a dit c'est les événements passés. Hein. L'histoire, c'est l'enseignement des événements. Non, passés, non. L'histoire nous permet de prendre conscience de ce qui s'est passé pour corriger le présent et mieux préparer l'avenir. Mais quand on écoute le passé, mais un passé récent, il y a eu une fête au Congo. Le gouvernement congolais, avec Sassou Nguesso, avait fait une grande fête au Congo. Vous vous souvenez de la fête? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Sassou, avec tout son gouvernement, se sont retrouvés à Bretton Woods, aux États-Unis. Ils ont signé quoi? Thierry Mungala en a fait toute une publicité. Ils sont allés signer le point d'achèvement de l'objectif PPTE. C'est-à-dire, il y a quelques années, le Congo a été aux États-Unis, le président congolais est allé aux États-Unis pour contractualiser avec les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, le fait que le Congo puisse intégrer le club de pays pauvres très endettés. C'est pas de Mouini Ivolo Didier. C'est du gouvernement congolais avec Denis Sassou Nguesso à sa tête. Le même Denis Sassou Nguesso dont M. Gilbert Ondongo nous dit aujourd'hui qu'il a un bilan très positif, qu'il a mis le Congo sur le chemin du développement. Le même Gilbert Ondongo travaille avec Sassou Nguesso et ce sont eux qui ont élaboré le document pour que le Congo soit accepté dans le club peu élogieux des pays pauvres très endettés. Les pays pauvres et très endettés sont des pays qui sont désignés comme étant dans une situation de grande pauvreté et qui restent également lourdement endettés envers d'autres pays ou institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international FMI ou la Banque mondiale. En vue de leur permettre de sortir de cette situation, il existe un ensemble de critères d'évaluation socio-économique et de mécanismes utilisés pour déterminer si un pays est éligible au statut de PPTE. Voici généralement les critères couramment pris en compte. Charge de la dette extérieure, revenus par habitant, indicateur de pauvreté, vulnérabilité économique, accès aux services de base, stabilité politique. Ces critères ne sont pas rigides et peuvent être ajustés en fonction de la situation économique et sociale spécifique de chaque pays, ainsi que des politiques et des priorités des institutions internationales concernées. Monsieur Gilbert Ondongo, j'aimerais débattre avec vous. Je vous propose un débat avec vous, avec Denis Sassou Nguesso, avec tous les membres du gouvernement,
que nous puissions débattre devant les caméras pour expliquer aux Congolais certaines choses. Comment on a fait pour quitter le club des pays pauvres très endettés pour entrer dans le club des pays en voie de développement? Comment on a pris ce virage-là? Avec qui? Avec quoi? Comment ça s'est fait? Parce que moi, de ce que je sais aujourd'hui, le Congo, dans les institutions internationales, les institutions financières, économiques internationales, fait toujours partie des pays pauvres très endettés. C'est ça notre relation avec le FMI. Alors, à quel moment nous avons quitté ce groupe et par quel mécanisme? Quelles sont les données économiques, santé, éducation, politique, démographiques, qui font qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus un pays pauvre très endetté et que nous sommes un pays en voie de développement, comme vous le dites. D'ailleurs, Sassou nous avait promis l'émergence en 2025. L'année 2025 est en train de se terminer. Dans 2 semaines, nous sommes en 2026. Si je ne me trompe pas, dans 2 semaines, nous sommes le 14 aujourd'hui. Il nous reste pratiquement 16 jours. Alors, l'émergence en 16 jours, comment vous allez faire? Parce que nous sommes encore dans le groupe de pays pauvres très endettés. Finalité des courses. Je me suis interrogé, mais en fait, quand on parle du développement, on parle de quoi? Quand on parle du développement, mais de quel développement on parle? Généralement, quand on parle du développement, on va nous parler du développement économique, mais le développement économique ne tombe pas du ciel. Le développement économique, vous avez des universitaires, des chercheurs qui ont réfléchi sur ces sujets. À quel moment on peut dire d'un pays que ce pays-là est développé? Et qui le dit, qui le détermine? Je prends un exemple d'un pays comme la Chine. Hein. Moi, quand j'arrive étudiant à l'université Fudan, j'étais un peu perdu. Je me demandais, mais c'est un pays développé, sous-développé, en voie de développement? La Chine a toujours dit, nous sommes un pays sous-développé. Mais quand vous demandez aux Occidentaux, les Européens et les Américains n'étaient pas d'accord avec cette définition. Et pourtant, les Chinois eux-mêmes se définissaient comme un pays en voie de développement. La Chine a toujours refusé le qualificatif de pays développé. Mais les Occidentaux disaient, mais non, la Chine dit qu'elle n'est pas développée, c'est pour nous arnaquer. Mais en réalité, quand on prend les critères, quand on prend les données de l'économie chinoise, l'économie chinoise est une économie de pays développé. Donc, au final, qu'est-ce que le développement économique? Mais ça, personne ne vous donnera une définition fiable, une définition universelle, j'ai envie de dire. Mais par contre, on peut s'interroger sur, mais c'est quoi l'économie? Puisque quand on parle du développement économique, quand on parle du développement, il s'agit du développement économique. Mais il faut savoir que l'économie est une science sociale que certains ont étudiée et Ondongo Gilbert est professeur des sciences économiques. Il fait partie de la faculté des sciences économiques. L'économie, c'est quoi? L'économie, moi je ne suis pas spécialiste, mais le peu que j'ai étudié, que j'ai appris, c'est que l'économie est une science de la production, de la consommation et de la répartition des richesses. Si on dit que c'est une science de la consommation, de la production et de la répartition des richesses, ça suppose aussi que l'économie devrait être la manière dont une nation ou un pays, un groupe, on peut dire, produit et consomme ces richesses. Un groupe, un pays, une nation. On n'a pas dit une famille. On n'a pas dit une bande d'amis et de parents. Non, c'est l'économie nationale. Ce qui nous ramène à quoi? Ce qui nous renvoie à la question
de l'efficacité de la production, puisque si vous n'êtes pas efficace dans la production, vous n'allez pas produire. Et c'est peut-être le cas du Congo. Voyons tout ce que nous produisons au Congo. Donc, l'efficacité de la production, la réalité de la consommation, parce que s'il y a une vraie production, ça suppose qu'il y a une vraie consommation, et on peut évaluer la qualité des biens et des services que nous produisons et que nous consommons. Ça, c'est très important. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que l'économie est une science telle que M. Ondongo Gilbert l'enseigne à ses étudiants. C'est une science qui démontre, qui prouve comment un pays gère et dépense son argent, gère et dépense sa richesse, gère et dépense ses capitaux. Mais ça, ce n'est pas dans une petite boutique, derrière la maison, derrière sa chambre à coucher. Mais ça, c'est réel. Les économistes congolais peuvent vous expliquer la situation du Congo mieux que moi. Le problème dans notre pays, c'est aussi quoi? C'est que M. Gilbert Ondongo, lorsqu'il enseigne à Mariengwabi, à l'université Mariengwabi, au département des sciences économiques, demandez aux étudiants de Gilbert Ondongo. Moi, je demande aux étudiants de Gilbert Ondongo de nous publier sur les réseaux sociaux tous les cours de Gilbert Ondongo depuis qu'il a commencé à enseigner à Mariengwabi. Vous ne verrez pas un seul chapitre sur l'économie congolaise. Il enseigne l'économie française, l'économie du développement, la macroéconomie, la microéconomie. Ils enseignent tout, sauf l'économie de leur propre pays. Parce que lorsque vous prenez ce que je suis en train de dire sur la science économique, qui est la science de la production, de la consommation, de la répartition des biens, des services, des richesses et autres, comment n'allons pas chercher ailleurs, chez les Américains, n'allons pas chercher chez les Russes, chez les Chinois, chez les Français. Prenons le cas de notre pays. Je vous demande de prendre n'importe quel livre de sciences économiques. À la place de la France, remplacez le Congo et remplissez le même livre. Prenez n'importe quel livre d'économie chinoise, ou japonaise, ou sud-coréenne, ou mexicaine, ou américaine, canadienne. Prenez le livre. À la place de l'économie canadienne, mettez l'économie congolaise. Chapitre 1, éléments de compréhension. Prenez les éléments de compréhension du Congo. Chapitre 2, la place du pétrole dans l'économie américaine ou saoudienne. Mettez la place du pétrole dans l'économie congolaise et décortiquez. La consommation des ménages. Prenez le cas du Congo. C'est quoi la consommation du ménage? Banques et sociétés. Prenez le cas du Congo. Quelle est la relation entre le Congo et les banques? Méthodologie de fixation des prix. Le prix du pain, le prix du manioc, le prix du riz, le prix du mètre cube de l'eau, le prix du kilowattheure. Enlevez les États-Unis, mettez le Congo, enseignez. Comment ça se passe? J'ai suivi sur Tieleka l'analyse de quelqu'un que j'aime suivre, c'est Blanc Constant Ebara Peya. Et j'apprends par lui que Ondongo n'est pas que professeur, c'est un enseignant-chercheur, mais il a cherché quoi? Tous ceux qu'on appelle les enseignants-chercheurs, ils cherchent quoi en fait? Et ils ont trouvé quoi? Ils ont déjà publié quel fascicule? Sur le Congo. Pas les autres, le Congo. Parce que les autres, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez sur Internet, vous allez dans les librairies, vous avez une production monumentale sur l'économie, la politique, la société des autres, les maladies et autres. Mais nous, il faut qu'on revienne là, au pied de l'arbre. Et le pied de l'arbre, c'est 342 000 km², notre pays. Monsieur Gilbert Ondongo, publiez-nous tous vos cours à Mariengwabi et montrez par vos cours que ce que vous dites du développement du Congo est vérifié et vérifiable. Parce que Rabelais disait, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et la géométrie
c'est la finesse de la science exacte. Ce n'est pas du bricolage. Et qu'est-ce qui se passe chez nous? On est dirigé par des bricoleurs, matin, midi, soir. Et Constant Ebara Peya dit une chose intéressante. Ce que Gilbert Ondongo dit devant les militants du PCT, il est incapable de le répéter devant ses étudiants à la faculté des sciences économiques. Comment voulez-vous parler du développement dans un pays où il y a un fossé plus grand que le Grand Canyon entre ce que des enseignants enseignent? Je vais prendre l'université, puisque au-delà de l'université, il n'y a plus rien. À l'université, et les mêmes enseignants qui sont dans des partis politiques, peu importe le parti, viennent raconter le contraire de ce qu'ils enseignent à l'université. Vous allez vous développer comment? Dieu nous a fait grâce et nous sommes nombreux. Dieu nous a fait grâce et nous sommes nombreux à étudier, nous a fait grâce pour étudier dans des universités étrangères. Et nous avons rencontré des professeurs d'ailleurs. Ils ont tous appris les mêmes choses. Mais la différence, c'est que les professeurs chinois, quand ils vous parlent de l'économie chinoise, quand ils vous parlent de la géopolitique chinoise, de la géostratégie chinoise, quand ils vous parlent de la vision de la Chine par rapport au monde, mais il vous dit des choses que vous vérifiez dans la société. Il n'est pas en train de vous raconter des chimères. Il n'est pas en train de raconter des histoires à dormir debout. Il n'est pas en train de vous parler des mondes invisibles qui n'existent pas. Or, chez nous, il faut savoir que Sassou est entouré de beaucoup de professeurs d'université. J'étais choqué d'apprendre que le conseiller économique de Sassou, c'est Louis Bakabadio, doyen de la fac des sciences économiques. Une référence en tant que prof d'économie au Congo. Mais est-ce que Bakabadio peut publier tous ses cours sur Internet pour qu'on vérifie, en fait, pourquoi notre pays n'avance pas aussi alors que il y a un département des sciences économiques qui est censé quand même appuyer les théories du développement, qui est censé analyser les situations dans nos pays. Mais regardez son confrère Gilbert Ondongo, qui vient dire dans un meeting du PCT des idioties qu'on ne retrouve nulle part. C'est-à-dire que vous sortez de ce meeting, 99% de ceux qui sont dans ce meeting-là ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils n'ont aucune situation stable, ils sont totalement exclus des mécanismes de circulation économique et financière de leur propre pays. Mais en face, vous avez quelqu'un qui vous dit, nous sommes en voie de développement, nous allons bientôt nous développer et le bilan est positif. Mais ceux qui sont avec lui dans la salle, 99%, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas l'eau potable. Et ils ne savent même pas de quoi ils vont manger. Et d'ailleurs, ils sont venus à cette réunion, à cette assemblée, pour espérer toucher 5 000 francs, 10 000 francs comme ça. Ça lui règle 2-3 jours de consommation. Et le reste, on verra puisque c'est Dieu qui sait. Je suis allé regarder un peu cette histoire de développement économique, cette histoire de l'économie, et de me dire, mais tiens, à quel moment on peut dire que un pays doit s'occuper de sa richesse, de la production et de la redistribution de la richesse, de la circulation des biens et de services, et à quel moment on peut penser que dans un pays, on vit. Vous avez les sociologues, en observant les données économiques des pays, qui ont élaboré la théorie de l'intégration sociale et de l'exclusion sociale. Alors, généralement, quand on parle de théorie d'intégration sociale ou de l'exclusion sociale, on pense très vite à l'étranger. C'est-à-dire un étranger qui arrive chez nous et il faut l'intégrer à notre société. Mais non. Les théories de l'intégration sociale et de l'exclusion sociale, ça concerne d'abord les nationaux. Est-ce que nous sommes une société intégrée et une société intégrative? Et ça, ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça. C'est-à-dire que l'État a la responsabilité de mettre en place les mécanismes par lesquels un enfant qui naît, il peut élaborer, en tout cas ses parents peuvent penser pour lui un projet de vie en élaborant des stratégies, parce que la société permet beaucoup de choses, et l'enfant lui-même, quand il est grand,
soit il épouse le projet construit par ses parents, soit il construit son propre projet parce que le pays lui donne ces moyens-là. Mais nous sommes dans un pays qui n'est pas intégré parce que il n'y a pas, par exemple, des parcours d'excellence. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en Inde, par exemple, un ingénieur informatique en intelligence artificielle, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en France, dans tous ces pays-là, c'est quelqu'un qui trouvera forcément du travail. Il ne peut pas être au chômage. Et d'ailleurs, s'il va s'inscrire dans un centre pour l'emploi, eh ben, au bout de 2 mois, s'il ne travaille toujours pas, on va l'exclure des demandeurs d'emploi. Parce qu'on sait que c'est un domaine qui recrute. Sassou a fait construire un centre d'intelligence artificielle pour l'Afrique au Congo. Dites-moi, où sont les écoles de formation? Qui forment? Qui trouve du travail? Au Congo, déjà sous Sassou 1, mais ça se passe encore aujourd'hui, l'INSA forme des chômeurs. L'ENAM forme des chômeurs. Or, l'INSA, l'ENAM, c'est des écoles qui appartiennent à l'État congolais. C'est-à-dire, l'État forme dans ces écoles-là ses agents. Et donc, ceux qui sortent de là, le décret d'affectation sort. Ils sont diplômés, ils sont affectés parce que l'État forme selon ses besoins. Or, ces gens vont grossir la liste des diplômés sans emploi. Le terme peu élogieux au Congo. Lukabu, qui forme les infirmiers en chômage. Les écoles d'instituteurs, ils sont tous en chômage. Donc, vous n'avez pas un modèle d'intégration sociale. C'est-à-dire, la misère est le chemin le plus réservé à 80-90% de la population, sachant que le premier employeur du Congo, c'est le PCT. Le PCT est le plus grand employeur du Congo. Le PCT, les églises, je ne sais pas, des activités de seconde importance. Ce qui fait que, lorsque Gilbert Ondongo parle du développement, je ne sais pas de quoi il parle. Parce que, pour se développer, il faut déjà avoir une industrie. Alors, je dis une industrie, mais il faut avoir des industries. Et souvent, on parle même de l'industrie touristique. Or, quand on voit tous les secteurs d'activité économique au Congo, tout est à plat. Tous les secteurs économiques, même les secteurs qui fleurissent dans les autres pays africains, chez nous, ça ne marche pas. Prenez le transport. Prenez le transport. Dans un pays comme le Congo, rejoindre Pointe-Noire, le plus facile, c'est le bus. Le plus facile, c'est le bus Océan du Nord. Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion. Trouvez-moi un pays qui fonde son modèle économique de transport public par le bus. Le bus est un complément. Mais c'est d'abord le train et l'avion. Mais nous sommes encore au bus. Et d'ailleurs, certains analystes pensent que l'État, pas l'État, Sassou est en train de tuer le chemin de fer, a tué le chemin de fer pour favoriser son business avec ses amis, sa femme et tout, autour de l'Océan du Nord, puisque personne ne sait à qui appartient cette entreprise. Est-ce que vous avez déjà vu les responsables de l'Océan du Nord venir à la télé expliquer leur politique économique au Congo? Combien d'emplois ils créent chaque année au Congo? Et qu'est-ce que ça rapporte au Océan du Nord dans la comptabilité publique? Non, on ne sait pas. Alors, le développement des transports, c'est quoi pour Gilbert Ondongo? Et puis, c'est quoi le développement? Lorsque vous n'avez pas l'eau et l'électricité, ce sont les bases. Pour se développer, il faut déjà l'eau et l'électricité. L'électricité de qualité. Je vous parle des réalités du Congo. Combien d'heures pour charger un téléphone? Entre 24 et 48 heures pour charger la batterie d'un téléphone à 100%. Ça veut dire que l'électricité est de mauvaise qualité. Avec un directeur général de E2C qui passe plus du temps à danser qu'à travailler. Vous, Monsieur Gilbert Ondongo, c'est vous le professeur d'économie. Donnez-moi le nom du pays où le directeur de la société d'électricité passe plus de temps à danser qu'à travailler et vous allez vous développer. Donnez-moi le nom. Parlons peu, parlons bien. Donnez-moi le nom d'un pays qui va se développer lorsque le directeur de la société de pétrole, au lieu d'être dans son bureau en train d'élaborer la stratégie qui ferait que le Congo
l'industrie pétrolière congolaise soit une industrie qui va servir de cheval de bataille. Il est en train de peindre les écoles, il est en train de construire les murs des écoles. Mais à quel moment il réfléchit pour son travail? Parce que si vous voulez vous développer, il faut, je vous le répète, et on peut aller voir partout, c'est le problème de la France aujourd'hui. Et c'est Arnaud Montebourg qui le dénonce souvent. La France a, comment on appelle ça, a sacrifié son tissu industriel, ignorant que, de facto, ça va fragiliser les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises, ce qui fait que le chômage va grimper. Et c'est ce qui se passe. Et nous, comme les Chinois, comme les Américains, nous avons besoin d'une industrie de pointe, c'est-à-dire d'une industrie centrale, comme Coraf, comme le port de Pointe-Noire, comme le tourisme, comme le sport, mais et autour gravitent des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. C'est ça qui crée de l'emploi. C'est ça qui crée de l'emploi. Et là, on peut dire, tiens, on est en train de marcher pas à pas vers le développement et les gens voient. C'est quantifiable, c'est vérifiable, c'est mesurable. Située au cœur du bassin du Congo, la République du Congo dispose de ressources naturelles abondantes. Le pays abrite l'une des 3 plus grandes forêts au monde et le sulfite de carbone. Le pays est à la croisée des chemins. Le changement climatique représente l'un des principaux obstacles pour mettre un terme à la pauvreté en République du Congo. Il entraîne des risques importants pour le capital naturel, physique et humain. En l'absence de réformes pour diversifier l'économie et renforcer l'action climatique, les pertes économiques pourraient représenter jusqu'à 17% du PIB d'ici 2050. Les impacts climatiques pourraient également faire croître les dépenses globales en matière de santé de 92 millions de dollars en 2010 à 260 millions de dollars d'ici 2050. Et pourtant, avec un niveau d'émissions bien inférieur à 1% des émissions globales, la République du Congo est peu responsable de ces difficultés climatiques. Comment la République du Congo peut-elle mettre fin à l'extrême pauvreté et stimuler une prospérité partagée sur une planète vivable? Le rapport national sur le climat et le développement montre que pour bloquer une croissance durable, le pays doit diversifier son économie et adopter des solutions climatiques spécifiques. Grâce à des réformes ambitieuses, la pauvreté pourrait reculer de 40% dans les zones rurales et de 20% dans les zones urbaines. Le rapport identifie 4 priorités pour promouvoir une croissance verte durable. Premièrement, des infrastructures et des services plus résilients dans l'électricité, les transports, l'eau et l'assainissement peuvent apporter des résultats transformateurs. Environ 9,2 milliards de dollars seront nécessaires pour développer la résilience et atténuer les effets du changement climatique dans les villes congolaises. Deuxièmement, une éducation, des systèmes de santé et des services sociaux adaptés au changement climatique peuvent sauver des vies et apporter des ressources vitales aux plus pauvres. Il s'agit de renforcer la résilience des populations, notamment en mettant en place des systèmes de surveillance des maladies renforcés. Troisièmement, des investissements plus importants dans le capital naturel associé à des régulations adaptées. Il s'agit d'adapter les pratiques agricoles climato-intelligentes et améliorer les pratiques de gestion forestière. Et quatrièmement, une nouvelle gouvernance climatique pour tirer parti des marchés du carbone. Les forêts de la République du Congo génèrent 260 millions de dollars en exportation de bois et stockent plus de 44 gigatonnes d'équivalent de CO2. La protection et la valorisation de la forêt sont essentielles pour transformer le capital naturel du pays en richesse. Voilà comment action climatique et développement peuvent aller de pair.
C'est en adoptant une approche prenant en compte la société dans son ensemble et en y incluant le secteur privé comme acteur clé dans la mobilisation des financements de ces objectifs que les habitants de la République du Congo pourront construire un avenir meilleur. On peut voir, on peut mesurer, on peut quantifier. Or, très souvent, les discours du PCT, ça sonne creux, ça sonne vide. On ne sait pas de quoi ces gens-là parlent. Mais aller vers le développement, même quand on dit pays sous-développé, même quand on dit pays en voie de développement, on peut observer. Il y a des éléments d'appréciation. Lorsque, pendant 2 mois, vous n'avez pas du carburant, du pétrole lampant, du kérosène dans votre pays, vous ne pouvez pas parler d'aller vers le développement, M. Gilbert Ondongo. Lorsque les compagnies aériennes qui desservent le Congo sont obligées de réfléchir pour voir quel est l'aéroport le plus proche de Brazzaville où on peut mettre du kérosène en cas d'avarie, vous n'êtes pas en voie de développement. Vous plongez plus bas que des pays pauvres très endettés. On est peut-être très en dessous. Parce que c'est la réalité de notre pays, c'est la réalité dans laquelle vous nous avez plongés. Lorsque vous parlez du développement, mais commencez par organiser l'État, commencez par organiser la fiscalité, commencez par respecter la loi de finances. Je reviens sur un document que vous avez vu, la redevance audiovisuelle prélevée par une société d'électricité. Bon, d'accord? Pourquoi ce n'est pas prélevé directement par le Trésor? Moi, président, je vais délivrer à tous les contribuables congolais leurs fiches d'impôt. Comme ça, qu'ils sachent ce qu'ils payent comme impôt eux-mêmes à la fin de l'année. Et il y aura une publication annuelle de tout ce que l'État a prélevé comme taxes et impôts et de comment ça a été redistribué. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend lors des questions au Parlement que la taxe audiovisuelle qui est prélevée par la société d'électricité est reversée au Trésor, mais que 60% servent à financer l'électricité rurale. Alors que dans la loi, cette taxe devrait servir à financer l'audiovisuel public. Mais comment s'est passé le micmac pour que 60% de cet argent soit prélevé pour aller financer les travaux d'électricité et les revenus de l'électricité, on en fait quoi? Je vous laisse suivre la question-réponse au Parlement. Comme un véritable serpent de mer, la question sur la redevance audiovisuelle a occupé une bonne partie de cette séance. Qui est-ce qui explique le non-reversement récurrent de la redevance audiovisuelle auprès des services publics, malgré son recouvrement systématique par EKRC et son inscription permanente dans les différentes lois de finances du pays? Répondant à cette préoccupation, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koldi Makosso, a déclaré qu'en dépit du dysfonctionnement observé au niveau du trésor public, la RAV est bel et bien versée par la EKRC. Vénérable Ipouma, je confirme que la redevance audiovisuelle est bien perçue par Énergie électrique du Congo, lorsque les usagers de cette société s'acquittent de leurs factures et les ressources sont bien reversées au trésor public. C'est ainsi que, suivant les données comptables qui m'ont été communiquées par EKRC, les reversements au trésor public au titre de la redevance audiovisuelle ont été de 1 508 190 556 francs CFA en 2024. Pour cette année, à fin octobre 2025, le montant reversé au titre de la RAV est de 757 793 000 francs CFA. Rappelez-vous, vénérable Ipouma, que la loi de finances 2025 dispose que le produit de la redevance audiovisuelle est désormais réparti à raison de 60% pour le financement de l'électrification rurale et au profit de EKRC et de 40% aux organes de presse publique. Le sénateur Vénos Mania, quant à lui, s'est indigné du fait de l'effacement au budget de l'État 2026 des projets au bénéfice de la Likpala, tels que la construction des barrages hydroélectriques, le pont sous la Motaba et Libenga, les travaux de la route Epena et Fondo Dongo. Il n'en est pas question, a déclaré le Premier ministre.
Le gouvernement, a-t-il poursuivi, est en train de finaliser les études de faisabilité avant le démarrage effectif de ces travaux. La consommation des boissons frélatées, communément appelées tchouéké, a retenu l'attention des sénateurs. Monsieur le ministre d'État, quelle est la source d'approvisionnement de ces boissons aux effets néfastes qui détruisent chaque jour la majorité de nos jeunes et quel est le mode opératoire mis en place par la structure de répression existante dans votre ministère pour mettre fin aux importations de ces boissons qui renforcent la criminalité et l'insécurité dans nos principales villes? Les boissons alcoolisées incriminées ici, communément appelées tchouéké, contiennent bien ces substances psychotropes. En termes d'approvisionnement, ces boissons alcoolisées frélatées au même titre que le trafic des produits stupéfiants empruntent des réseaux de contrebande transnationales favorisés par la porosité de nos frontières. Pour autant, la brigade de répression de fraude, placée sous notre autorité en coordination avec les services de police, de gendarmerie et de douane, continue de multiplier les contrôles, les saisies et les destructions médiatisées de ces produits illicites. La stratégie gouvernementale repose donc sur la répression, le renforcement des contrôles aux frontières et la dissuasion, même s'il faut l'admettre que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'efficacité de ces mesures sur le terrain. S'agissant de la polémique autour des recettes générées par les passeports et les vignettes, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, a levé l'équivoque. L'argent généré par la vente des passeports est directement perçu par les services du Trésor public. Il y a au niveau de l'immigration un régisseur. Compte tenu des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour le renouvellement des stocks, il était difficile pour nous de pouvoir payer notre fournisseur. Nous avons dit, pourquoi ne pas prendre ces recettes-là, générées par la vente des passeports, les bloquer pour payer le fournisseur. C'est ce que nous avons fait. Sur 11 ministres attendus, 6 se sont présentés à cette séance. Vous entendez la réponse du Premier ministre et ça ne pose problème à personne sur cette taxe-là, la taxe, la redevance audiovisuelle. Mais par quel mécanisme on est allé prendre cet argent pour faire autre chose? En fait, je vais vous dire une chose, on appelle ça aussi détournement de fonds publics. L'argent a été détourné de ce pourquoi on a prélevé la taxe. Alors, est-ce qu'on peut se développer avec ce genre de bricolage? Comment un pays peut avancer lorsque on vous demande de l'argent pour telle chose, mais au final, on en fait autre chose, et l'argent qui était prévu pour cette autre chose, on en a fait quoi? On ne sait pas. Toujours dans cette réflexion autour du développement, je vous ai parlé des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Ça suppose quoi? Mais ça suppose qu'au Congo, vous avez des porteurs d'actifs. Vous avez des hommes d'affaires. Et au Congo, nous avons des femmes, des hommes qui font du business et tout. Et ce sont eux. En fait, on vous parle des milliardaires chinois. On vous parle des milliardaires américains, français, européens, les Bolloré et autres. Mais aucun pays, Monsieur Gilbert Ondongo, vous pouvez le dire, aucun pays ne peut se développer si ce pays ne fabrique pas son propre capital. Capital, c'est-à-dire son propre argent. Il nous faut des vrais hommes d'affaires. Alors, sans les magnifier, on parlait à l'époque de Miakasissa, d'Otombongo, ainsi de suite. En fait, il nous faut des gens comme ça, c'est-à-dire que des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui peuvent influencer de temps en temps les décisions politiques, c'est normal, ça se passe dans tout le monde, mais des gens qui ont leur business, et ce sont eux qui créent de l'emploi, et il y a des discussions entre l'État et ses opérateurs économiques. Il y en a au Congo. La preuve, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, l'État congolais est allé prendre 670 millions de dollars. Monsieur Yoka,
Vous m'écoutez? Monsieur le ministre Yoka, est-ce que vous m'écoutez? Vous avez dit aux Congolais, monsieur Yoka, que vous êtes allé chercher 670 millions de dollars avec des eurobonds. C'est pour payer la dette intérieure. Mais la dette intérieure, c'est quoi? Ce sont les opérateurs économiques nationaux à qui l'État doit de l'argent parce qu'ils ont répondu aux offres publiées par l'État. Ils ont réalisé des travaux pour le compte de l'État et l'État ne les a pas payés. Donc, ça s'élevait à 670 millions. Mais, regardez cette vidéo, je vous explique. Ils ont envahi les couloirs du 6e étage du ministère des Finances ce jeudi 11 décembre. Ces opérateurs économiques, visiblement affaiblis par le manque de ressources financières, assistent impuissamment chaque jour qui passe à la cessation de leurs activités économiques. Mais quand le président de la République parle de la paix, nous on n'est pas des bandits. Mais la paix aussi, il faut manger pour avoir la paix. Mais quand on a faim, on n'a pas la paix. Nous, on a faim. Au moment où je vous parle là, nous sommes au 10e opérateur qu'on va enterrer après-demain. Et on apprend même que non, la morgue a commencé une grève là-bas, donc on ne pourra pas l'enterrer aussi vendredi. Les opérateurs économiques ont envahi le 6e étage du ministère de l'économie parce qu'ils ont faim. Il y en a qui sont en train de mourir sans que l'État ne paye leur dette, ils meurent dans la misère. Mais où sont passés les 670 millions d'euros pour régler la dette intérieure auprès de nos opérateurs économiques? Un pays ne peut pas se développer alors même que l'État lui-même est médiocre. Même aux États-Unis, regardez le comportement de Donald Trump. Il est en train de harceler tous les pays du monde. C'est pour avoir des marchés pour ses entreprises. Pas les entreprises de Trump, mais les entreprises américaines. Regardez la pression que Trump exerce. La France-Afrique qu'on condamne tout le temps. Pourquoi la France a tenu à contrôler toutes ces anciennes colonies? Mais c'est pour permettre aux entreprises françaises de continuer à faire du business dans ces pays-là. Mais ce n'était pas les business du président français. Ça n'a jamais été les business de De Gaulle. Moins encore de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Sarkozy, de François Hollande. Et ce ne sont pas les business de Emmanuel Macron, mais ce sont les entreprises. C'est-à-dire que la puissance de l'État est mise au service des entreprises nationales parce qu'on a besoin de ces entreprises-là pour driver, pour soutenir l'effort du recrutement. Lorsque les taux de chômage grimpent dans ces pays-là, l'État signe des contrats avec le marché, avec le monde de l'entreprise en leur disant ceux qui embauchent les jeunes, nous faisons des baisses de charges. Ceux qui embauchent les troisième âge, nous faisons des baisses de charges. Quand une femme est embauchée, elle est salariée, elle tombe enceinte, nous garantissons en tout cas son remplacement ou encore les pertes auprès des entreprises. C'est le rôle de l'État. Donc, tant que vous n'avez pas vos entreprises de renom qui appartiennent aux Congolais du Brazzaville, ces entreprises qui sont censées travailler main dans la main avec le gouvernement, qui veillent à la manière dont les lois sont décidées dans le pays pour que les gens trouvent toujours du travail. Et l'État, de temps en temps, peut participer à l'effort financier pour soutenir ces entreprises-là. Et quand Colline Makosso vous dit que les Congolais attendent de l'État, ils peuvent se débrouiller, c'est faux. Quand Sassou vous dit qu'il faut faire de l'auto-entrepreneuriat, c'est du mensonge. C'est du mensonge. L'auto-entrepreneuriat, il y a une limite. Un maçon peut être auto-entrepreneur, mais une femme qui a un BTS d'assistante de direction, c'est compliqué d'être auto-entrepreneur. Elle va vouloir toujours une entreprise qui l'embauche. Un expert comptable peut être auto-entrepreneur, ça c'est vrai, mais un spécialiste en ressources humaines, il va plutôt chercher une entreprise. Dans les fonctions médicales, un médecin, il peut être en libéral, tout comme il peut aller dans un hôpital. Donc, tout ça, il faut étudier, il faut mesurer jusqu'à quel niveau on peut faire de l'auto-entrepreneuriat
Mais si quelqu'un ne se sent pas capable d'être auto-entrepreneur et qu'il a un métier, qu'il est formé, qu'il est cadre, mais il préfère appartenir à une entreprise, eh bien, il faut lui donner les possibilités de trouver de l'emploi parce que l'État a garanti auprès des opérateurs économiques le fait que l'État vous accompagne, l'État vous soutient dès lors que vous avez des capacités à créer des entreprises. Et l'État fait de sorte que des industries de pointe comme le pétrole, le gaz, les mines, le bois, la pêche, le tourisme, tout ça, il nous faut des grandes boîtes et autour des grandes boîtes, on viendra accrocher les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. L'Allemagne a été une puissance et est une puissance en Europe à cause de ces industries et ces industries-là ont autour d'elles des petites et moyennes entreprises. Donc, sans cet effort, mais ça, Gilbert Ondongo est en capacité de bien vous expliquer ça avec des chiffres. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire, ils sont en train de construire leur ligne de métro. Mais allez regarder comment les responsables ivoiriens expliquent les retombées de la ligne de métro. Si je ne me trompe pas, je crois autour de 150 ou 180 millions de personnes transportées par an. Presque des milliers d'emplois directs liés à ça. Et les Ivoiriens travaillent avec qui? La RATP. En tout cas, les chemins de fer français. Nous parlons français. Mais on peut aussi travailler avec eux. Et écoutez ce que dit l'audio, plutôt la vidéo. Combien d'emplois indirects? Et ça, c'est des faits. On vous montre ce qu'on est en train de faire. On vous montre les chantiers. Cette Française vous dit ce que les gens sont en train de faire. Mais chez nous, quand on parle de ça, on vous montre autre chose. On vous montre les ministres. Et c'est des ministres autour de rien, autour du vide. On a vu le ministre Mabiala dans le Niari ou la Bouenza en train de parler dans la plaine d'une unité de production qu'on va implanter là. 1000 ans après, vous n'aurez rien. On a vu le ministre Saï nous faire semblant de nous parler de la biomasse. Mais depuis qu'il a parlé de la biomasse, dites-moi combien de kilowattheures on a produit avec cette biomasse? 0. On a vu le même ministre Saï avec des Russes ou des Ukrainiens en train de nous parler des appareils. Il a été tout de suite contredit par un ingénieur qui a dit « Je vous entends, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai fait ma formation en France, j'ai fait mes stages dans telle ou telle entreprise. Ce que vous dites là, je n'ai jamais appris ça. » L'amateurisme. L'amateurisme le plus total. L'amateurisme le plus total. Ailleurs, quand les gens parlent, ils savent de quoi ils parlent. On peut le mesurer, on peut l'évaluer, on peut le quantifier. Mais chez nous, quand les gens parlent, vous vous demandez, mais de quoi ils parlent? Monsieur Gilbert Ondongo, il a été ministre du Travail, je suis allé regarder, de 2005 à 2009. Est-ce qu'il peut venir vous expliquer, pendant 4 ans au ministère du Travail, il a mis en place quel projet et ça a fait sortir du chômage combien de gens? Pour dire aujourd'hui qu'on va vers le développement économique du Congo. Monsieur Gilbert Ondongo, de 2012 à 2021, il a été ministre de l'économie du Congo. Il peut venir dans un débat télévisé, nous donner les chiffres de l'économie congolaise, secteur par secteur, et quels sont les secteurs qui ont créé de l'emploi et combien. Parce qu'en 2024, on a promis 100 000 emplois aux jeunes, 0. Thierry Mungala a dit on sera peut-être à 10 000, 0. Donc, un pays qui ne crée pas de l'emploi, qui ne crée pas de la plus-value, qui n'a pas d'industrie de pointe. Quand je dis d'industrie de pointe, je ne dis pas une industrie qui va rivaliser les industries mondiales, au moins au niveau du Congo, où les usines qui existent, on ne sait pas où va la production. Et c'est le flou total dans la redistribution des richesses. Comment voulez-vous qu'un pays qu'on est en train de détruire soit sur la voie du développement? Je vous laisse regarder cette vidéo. Quoi? On est venu trouver le matin, le marché est tout cassé. Alors que hier, on a bien vendu. Maintenant, comme ça, ils vont nous mettre où?
il n'y a pas de marché. Alors que le marché tissé est là depuis longtemps. Il n'y a pas même pas un marché provisoire qu'on peut aller nous installer. Nous trouvons que le moment a été vraiment très mal choisi. On nous laisse à la traîne, nous sommes des parents d'enfants, nous avons des enfants à scolariser, les maisons à payer. Attends, avec toutes ces charges, de plus à quelle période, au moment des fêtes, pendant les fêtes, là nous sommes vraiment perdus là. Désolé, je suis un peu dessus, j'ai 60 ans. Je suis père de 7 gosses, 6 petits-fils. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je me débrouille au marché, là même j'ai la marchandise là. Maintenant, comment je vais faire pour débrouiller avec ma petite famille? C'est pas normal, hein? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Le marché, c'est une grande entreprise, c'est une grande société. On a des enfants, on a des petits-fils qui se débrouillent au marché. Regardez mon âge, regardez mon âge, regardez mon âge. Un débrouillard. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai fait le pèlerin dans le train, j'ai voyagé par-ci par-là. Jusqu'aujourd'hui, je suis vendeur. Pourquoi faites-vous ainsi? Moi, je souhaite que ça puisse passer à la télévision. Parce que vous brouillez les images. Parfois, je parle là, vous allez brouiller les images. C'est pas normal. Les commerçants surpris et démantelés ont découvert leurs marchandises éparpillées et leurs tables détruites. Beaucoup évoquent la perte des marchandises, affirmant que le marché constituait leur unique source de revenus. Tout est parti. Tout est cueilli, nous sommes cueillis. Il y a de ceux qui ont des conteneurs, qui ont des téléphones à l'intérieur. Le matin, en fait, le soir, quand ils sont venus, ils ont tout cassé avec les téléphones inclus à l'intérieur. Prévenez au moins les gens d'enlever les marchandises. En attendant d'être réinstallés, les commerçants de ce qui était le marché du Tzister ne savent plus à quel saint se vouer. Vous venez de suivre cette vidéo où à Pointe-Noire, les gens se lèvent le matin. C'est eux, hein, les opérateurs économiques. Hein. Je peux vous assurer que ne vous trompez pas, vous n'aurez pas d'autres opérateurs économiques. Vous allez à Ouesso, les gens qui tiennent, les Congolais qui tiennent des boutiques, c'est eux qu'il faut accompagner. Comment il peut passer de sa boutique à une société nationale? À Pointe-Noire, à Kinkala, à Djambala, à Gamboma, à Mosaka. Si vous voulez les opérateurs économiques, c'est d'abord un projet national, une vision nationale, et on ne s'appuiera pas sur quelqu'un d'autre, on s'appuiera sur ceux qui sont là. Alors, regarde, vous avez vu cette vidéo. Les gens ont fait leur affaire, ils sont rentrés chez eux dormir, ils reviennent le lendemain, on a cassé le marché, on a tout cassé. Vous voyez les témoignages. Donc, les gens qui étaient sur une échelle de 0 à 100, les gens étaient à 30, au lieu de les faire monter à 60, 70 et espérer que dans 20 ans, ils seront à 80, 90, donc embaucher des dizaines ou des centaines de gens. Non, ils étaient à 30. On les fait chuter à 0. Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la haine des gens, dites-moi c'est quoi, monsieur Ondongo? C'est votre pouvoir. Regardez ces gens-là. Les commerçants ne sont pas informés qu'on va casser le marché. Les commerçants ne sont même pas, on ne leur laisse pas le temps, comme ils le disent eux-mêmes, de sortir leurs marchandises. On ne leur explique rien. On vient, on casse le marché. On vient, on casse le marché. Et on a le culot de faire un discours. Nous sommes sur la voie du développement. Dans quel pays nous sommes aujourd'hui? Eh bien, nous sommes dans le pays des arrogants. Nous sommes dans le pays des arrogants. Je vais vous démontrer c'est quoi le pays des arrogants. Regardez cette vidéo. Mais pendant le match, il y a un joueur qui se blesse. Son maillot est plein de sang. Il faut aller le laver rapidement, l'estorer et lui remettre le même maillot. Parce qu'il n'avait pas un maillot de rechange. Sincèrement, c'est au ministre de faire ça. C'est la honte. Ça veut dire que vous ne vous organisez pas bien. Je vois l'état des maillots ici quand les joueurs, c'est des fois les mêmes. J'ai dû un jour en France acheter des maillots pour donner aux jeunes avec les couleurs du Congo parce qu'ils ne voulaient pas jouer avec les vieux maillots que la fédération avait mis à leur disposition. Je ne suis pas ministre du football, je suis ministre des sports.
Le principe de Peter, également connu sous le nom de principe de l'incompétence hiérarchique, suggère que dans une hiérarchie, chaque employé a tendance à atteindre son niveau d'incompétence. Selon ce principe, tout poste peut donc à terme être occupé par une personne incapable d'en assumer la responsabilité. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer un tel phénomène. Premièrement, les promotions sont souvent basées sur une analyse des performances passées dont le contenu en termes d'action et de réalisation peuvent fortement différer des compétences nécessaires au nouveau poste à pourvoir. Deuxième élément, face à la perspective d'une promotion, certaines personnes peuvent être aveuglées par un phénomène d'hubris, en pensant à tort qu'elles sont compétentes en raison de leur succès passé. Elles peuvent ainsi accepter des rôles ou des responsabilités pour lesquelles elles ne sont pas préparées, atteignant ainsi leur seuil d'incompétence. Troisième point, les organisations ont rarement un retour d'information régulier et précis sur le travail effectué par la personne pressentie et vont donc souvent décider à partir de critères d'image et de positionnement et d'avis de l'environnement social et professionnel. Autre point, il peut également arriver que l'on ait parfois intérêt à promouvoir une personne incompétente qui permette aux supérieurs hiérarchiques directs de mieux asseoir leur domination. En effet, une personne hautement compétente risque davantage d'outrepasser ses fonctions et de bouleverser ainsi la hiérarchie. Promouvoir un incompétent, c'est donc aussi une façon de maintenir le mode de fonctionnement existant et donc le statu quo. Par conséquent, cette théorie remet en question l'hypothèse selon laquelle la progression professionnelle doit être nécessairement verticale. Elle suggère au contraire que certains employés peuvent être plus efficaces et plus heureux dans une position qui correspond davantage à leurs compétences et à leur personnalité. La progression systématique et verticale ne doit donc pas se voir comme la seule et unique décision. Dans certains cas, la mobilité horizontale peut même apparaître comme une solution plus efficace pour certains collaborateurs. Pour lutter sérieusement contre le principe de Peter et favoriser la promotion basée sur la compétence, voici plusieurs propositions qui peuvent être envisagées. Premièrement, mettre en place un système d'évaluation régulier et objectif pour évaluer les compétences des collaborateurs. Autre point, investir dans des programmes de formation continue qui permettent aux collaborateurs d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir à des postes de responsabilité supérieure. Autre point, mettre en place un programme d'encadrement et de mentorat pour les collaborateurs promus qui peuvent ainsi bénéficier d'un soutien technique ou psychologique, de conseils et de retours d'expérience d'anciens, aidant ainsi les nouveaux promus à s'adapter efficacement à leurs nouvelles responsabilités. Autre élément, encourager la rotation des postes au sein de l'organisation afin de donner à chacun la possibilité de se confronter à de nouveaux défis et d'élargir ses compétences. Autre point, promouvoir une culture de rétroaction constructive, de remise en question et d'amélioration continue des compétences. Autant de mesures qui peuvent permettre d'endiguer cette tendance observable dans de nombreuses organisations et favoriser un environnement où les talents sont identifiés, développés et promus de manière juste et efficace. Donc, pourquoi je vous mets cette vidéo même si c'est le sport? Mais le sport, ça fait partie de l'économie, du développement économique. L'économie du sport, vous avez des spécialistes. Les stades, c'est aussi des lieux où on vient faire des concerts, où on vient faire des manifestations culturelles avec des droits d'entrée. Les matchs de foot, il y a déjà des droits d'entrée. Quand vous avez des stars, eh bien ces stars-là drainent des supporters, drainent des publicitaires, drainent des produits de marque. Donc il y a toute une économie. Mais regardez avec quelle arrogance Hugo Golondéré parle aux gens. Maintenant, vous allez faire ce que nous allons décider. Nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Et regardez, mais c'est pas possible. On ne peut pas être ministre, c'est-à-dire un agent public. Le ministre est au service de la population. Mais il ne peut pas parler comme ça.
Une fois de plus, il ne parle comme ça que parce qu'il dort dans le même lit que la fille du président. Sa seule compétence. Et regardez ces échanges lunaires. D'un côté, ce que le Congo-Lari appelle Tsinsamu Nabangacho. Vous écoutez les questions des spécialistes? Vous écoutez? Et écoutez les réponses de cette association qui sont allées ramasser on ne sait où. Et on découvre que c'est une association de qui? D'Enguesso. Donc, on va, comme ça, lors d'un repas de famille, fabriquer une association qu'on vient présenter comme une solution au problème du football. Mais regardez même les âges de ces jeunes. Ces jeunes ont déjà fait quoi dans leur vie? Ils ont quel diplôme? Ils ont quel qualificatif? Mais qu'ils publient leur CV en ligne. Comment on va chercher des bébés qui ne connaissent rien au foot, qui n'ont peut-être même pas joué au foot? La façon dont ils parlent, on sent qu'ils n'ont jamais joué au foot. Il y a un qui passe son temps, on va travailler, on va travailler, on va travailler. Un monologue incroyable. Un monologue incroyable. On va travailler. On voit bien que les deux garçons qui parlent, ils ne connaissent rien du foot, ils ne connaissent même pas c'est quoi la FIFA, c'est quoi la FECOFOOT, c'est quoi la CAN, la CAF. La preuve, en face, ceux qui posent les questions, ceux qui sont en face de qui posent des questions, ils leur disent, moi je suis journaliste, moi je suis ceci. Donnez-nous des réponses concrètes parce que jusque-là, vous ne nous rassurez pas. Il y a un qui lui dit même, mais d'accord, vous dites ça, mais ça, c'est pas votre prérogative en tant qu'association. C'est une prérogative de la fédération de football. Oui, ce que vous dites, j'entends, mais c'est une prérogative de la FIFA. C'est pas votre prérogative. Et la matrice saute qu'ils viennent montrer, menace, force, opportunité, ainsi de suite. Mais on voit bien que moi, j'ai essayé de lire ce qu'il y a dedans. C'est du n'importe quoi. C'est totalement du n'importe quoi. Ils ne connaissent même pas le Congo. Je pense que c'est leurs enfants qui habitent en Europe qu'ils ont fait venir, mais ils n'ont jamais mis les pieds au Congo auparavant. Puisqu'ils se voient obligés de rappeler que nous sommes des Congolais. Mais on ne vous a pas demandé. Si vous avez une technicité, on ne se préoccupe pas de votre nationalité. Dites-nous techniquement. Or, techniquement, ils ne peuvent pas. Alors, monsieur Gilbert Ondongo, comment vous voulez vous développer en allant nous chercher comme ça des médiocres, alors même que vous avez des spécialistes au Congo qui peuvent faire le job, qui peuvent faire le travail. Tant que nous allons continuer avec cette médiocrité, avec cette façon de faire, nous ne pouvons pas avancer. Et inutile de nous parler du développement parce que le développement n'arrivera pas. Pourquoi? Regardez cette vidéo. Feuilleton de grève en République du Congo, des administrations para-étatiques de plus en plus paralysées. Après l'université Mariengwabi, les mairies du Congo prennent le relais. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel. Les parents sont dans les mois. Déjà payé, hier les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kayi, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La mairie de Brazzaville devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, s'indigne un agent qui s'interroge sur la direction que prennent les recettes municipales. Pendant que les agents sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, les syndicats attendent de pied ferme la relance des négociations avec le gouvernement. Vous venez de voir ce journaliste qui nous rappelle qu'il y a des grèves à répétition partout au Congo et dans tous les secteurs. Partout au Congo et dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, il n'y a rien, absolument rien, qui prouve que nous pouvons aller vers le développement ou qu'on est en train de marcher vers le développement. Tout ce que Sassou propose a été un échec. Sassou, c'est vraiment la preuve de quelqu'un où toute sa vie, il est passé d'échec en échec, d'échec en échec.
La preuve, c'est lui-même qui vous le dit. Écoutez-le. Vous l'avez écouté? La Nouvelle Espérance. C'était son projet, hein, c'est pas moi. Hein. La Nouvelle Espérance. Échec. Au lieu de faire une évaluation, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle une évaluation des politiques publiques, de vérifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il y a possibilité de trouver des solutions, avec qui, quoi, comment, et ce qui a marché, comment faire mieux. J'aimais souvent cette publicité de Air Afrique, nous essayons de faire chaque jour un peu mieux. Donc, la Nouvelle Espérance, ça a échoué. Le chemin d'avenir, échec, parce que on n'a pas vu les bénéfices du chemin d'avenir. La marche vers le développement, ça a échoué. Allons plus loin, ensemble, ça a échoué. Ensemble, poursuivons la marche, ça a aussi échoué. Alors, comment voulez-vous que le même Sassou vous a déjà proposé, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la Nouvelle Espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, ensemble poursuivons la marche. 5 projets sur 20 ans. À chaque fois, échec, échec, échec. Comment peut-on dire que ce monsieur est sérieux? Et à aucun moment, il s'est assis pour analyser ses échecs. Mais parce qu'il est narcissique. Un narcissique ne va jamais s'asseoir pour évaluer ses échecs, pour réfléchir, méditer sur ses échecs. Un narcissique pense toujours que si j'ai échoué, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'environnement. Et lorsque Gilbert Ondongo vous dit que ceux qui étaient là avant, ils ont échoué, non pas parce qu'ils ne voulaient rien faire, mais parce que c'est inhérent à la gestion des affaires publiques. C'est faux. Massamba Deba a géré le Congo avec Lissouba. Massamba Deba, président de la République, Lissouba, premier ministre, on a vu les réalisations. On peut étudier l'économie congolaise, la société congolaise, au temps de Massamba Deba, il n'y avait pas de chômage. Quand on envoyait des fonctionnaires en mission, quand ils revenaient, ils reversaient le reste de la mission au trésor public. Ça, on le sait, on a les témoignages. Mais aujourd'hui, les missions de voyage sont devenues des prétextes pour sortir l'argent du trésor. Quand ce n'est pas des prétextes pour arnaquer les Congolais. La taxe, la redevance audiovisuelle, je viens de vous en parler. Les Congolais payent une redevance pour qu'on améliore l'audiovisuel. Au final, sous prétexte qu'on utilise ça pour électrifier les villages. Mais combien de villages ont eu l'électricité? Sous Thierry Mongala, les opérateurs téléphoniques ont écopé d'une amende de 300 millions de francs CFA de pénalité, hein, d'une amende de 300 millions. Où est passé cet argent? Je ne parle même pas de l'argent du pétrole. Je ne parle même pas des 14 000 milliards des générations futures. Où est passé cet argent? Monsieur Gilbert Ondongo, les excédents budgétaires, vous êtes professeur d'économie. Comment fait-on les affectations des excédents budgétaires? Vous pouvez nous proposer un cours là-dessus? Monsieur Gilbert Ondongo, sérieusement, proposez aux Congolais une intervention sur l'affectation des excédents budgétaires. Monsieur Gilbert Ondongo, pouvez-vous proposer aux Congolais un cours sur le budget national, la loi de finances? Les entreprises font leur budget pour gérer leur boîte. L'État, son budget s'appelle la loi de finances. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit cours enseigné à ma grand-mère sur la loi de finances? Comment un pays qui a sa loi de finances validée, son budget validé, et il n'y a pas de réalisation en lien avec le budget de l'État? Qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, regardez les États, l'état des écoles. Qu'il s'agisse de l'insalubrité publique. Juste Mundele, on est allé chercher à Verda, échec. On a laissé à Verda, on est allé prendre les Turcs, échec. Et maintenant, on vient embrouiller les Congolais avec qui? Avec la Banque africaine de développement. Dites-nous combien de projets la Banque africaine de développement a déjà financé au Congo. Quel est le résultat aujourd'hui? N'est-ce pas que toujours les moyens d'endetter le pays? Donc aujourd'hui, on peut conclure sans crainte de se tromper. On peut conclure avec beaucoup de sévérité
que le Congo reste un pays pauvre, très endetté à cause de Sassou Nguesso. Parce que c'est lui qui a trouvé un pays où Lissouba avait remboursé 70% de la dette que lui, il a laissée. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, M. Gilbert Ondogo. Lissouba a remboursé 70% de la dette congolaise pour permettre au Congo d'avoir les moyens d'aller maintenant vers le développement. Parce que c'est ce que le professeur président Pascal Lissouba, paix à son âme, disait aux Congolais. Mais si vous êtes très endetté, plus personne ne vous fait confiance. Donc, il faut qu'on rembourse cette dette-là. Quand ça soit arrive, le Congo fait partie des pays au monde les moins endettés possibles. Et qu'est-ce que Lissouba fait de plus? Il renégocie les contrats pétroliers. Au lieu qu'on ne nous donne que 16% comme Sassou, c'est Sassou lui-même qui avait publié ça, qu'on nous donne que 16% de nos revenus pétroliers. Lissouba ça a coûté le pouvoir, mais tant pis, c'était un nationaliste, c'était un patriote. Aujourd'hui, on veut nous faire croire, Hugues Ngolondolé et son beau-frère Christelle veulent nous donner des leçons de patriotisme. Mais allez écouter Lissouba, regardez la réalité par rapport à votre père et votre beau-père. Lissouba a été un patriote, il a défendu l'intérêt du Congo. Le partage de production, c'est Pascal Lissouba avec Koukébéné comme ministre du pétrole. Ils en ont payé cher, mais ils ont fait ça pour protéger l'économie congolaise et donner au Congo les moyens d'aller vers le développement. L'argent que ça soit trouvé en 97 avec le partage de production 50-50. Vous imaginez? On ne vous donnait que 16% d'une richesse. Maintenant, on vous donne 50% de la même richesse. C'est pratiquement la somme qu'on vous donnait multipliée par 3. Donc, si le pétrole, à l'époque, on nous donnait que 1 milliard, on nous donne maintenant 3 milliards. Si on ne nous donnait que 10 milliards, c'est maintenant 30. Vous imaginez les sommes que Lissouba a négociées, que Sassou est venu trouver? Il est en train de jouir de ça. Il est en train de jouir de cet argent-là. D'où les 14 000 milliards des générations futures, puisque sur la durée, ça s'accumule. Et au lieu de faire des bonnes choses avec ça, on est dans les détournements d'argent, on est dans la mauvaise gestion de l'État, on est dans la brutalité de la population, et on vient nous présenter un congrès autour. On peut facilement débattre en disant à tout le monde, oui, nous les militants du PCT, nous avons un bilan positif. Alors, M. Gilbert Ondongo, il y a Blanc Constant et Barapeya qui existent au Congo, vous avez quelques leaders au Congo, allez débattre avec eux, ou si vous voulez qu'on puisse débattre ensemble, je suis disponible. Aujourd'hui, on peut débattre sans être face à face via les nouvelles technologies vidéo qu'on nous donne. Et malhonnête qu'il est, il dit l'Internet ne vote pas. Mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous donner l'Internet au débit. Prenez le Gabon. Le Gabon est à plus de 80-90% de connexion au Gabon. Et nous qui sommes juste à côté, on est autour de 30%. Alors qu'on nous vante la fibre tous les jours, on nous a même installé je ne sais pas moi, des écoles ou des centres de formation aux nouvelles technologies, mais avec quel Internet? Sans eau, sans électricité, sans Internet de haut débit, vous allez vous développer comment aujourd'hui? Sans les banques, vos propres banques à vous, vous allez vous développer comment aujourd'hui? On n'ira pas vers le développement. Ce qui suppose quoi? Quand vous regardez les élèves qui se plaignent, les opérateurs économiques qui se plaignent, les commerçants à Pointe-Noire où on voit leur marché détruit sans qu'on ne les informe, les malades qui se plaignent, les retraités qui se plaignent. Mais dans un tel contexte, le fruit est mûr pour qu'il tombe. Dans un tel contexte, le fruit est mûr pour qu'il tombe. Eh bien, faites tomber le fruit. Puisque tout le monde se dit, mais c'est quoi la solution? L'erreur que vous commettez, c'est que vous voulez chercher la solution auprès de celui qui est la cause causante non causée du problème, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Il faut une révolution. Il faut mettre fin au système PCT. C'est la seule façon pour que ce soit le peuple congolais qui reprend ses droits. On va intimider les gens de la Likwala parce que ils boudent. On va intimider les gens à Ouesso, mais c'est pas comme ça qu'on dirige un pays.
Si dans la Likwala, les gens boudent, mais c'est parce que ça devient impossible de vivre dans la Likwala. Ceux qui pratiquaient leur agriculture sont obligés de récolter plus tôt parce que l'inondation arrive. Le Bangui envahit des communes et des villages très vite. Donc, il y a eu une réalité dans la Likwala. J'en ai parlé il y a quelques années. Des femmes qui accouchent dans des pirogues parce qu'il faut vite fuir l'arrivée de l'eau. Regardez sur Internet, sur YouTube, vous verrez la situation. Elle est dramatique. Et même si on nous envoie ce colonel ou ce général de la présidence pour venir vous intimider, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Soulevez-vous, battez-vous pour votre vie. On ne peut pas laisser cette famille comme ça dans tous les domaines, greffer leurs enfants pour sucer l'économie congolaise, comme nous disait Bernard Bakanas Kolela, paix à son âme en son temps, qu'ils se sont greffés autour des finances de la République comme des véritables sanctus et ils se sont mis à sucer comme ça les finances publiques. C'est ça la réalité du Congo, monsieur Gilbert Ondongo. Le développement dont vous parlez, ce développement, on l'a vu nulle part. Pour le moment, les Congolais sont dans la souffrance, dans la misère, dans la maladie. Mais méfiez-vous, la révolution du fleuve arrive. Parce qu'il faut balayer toute cette saleté et reconstruire le Congo nouveau. Voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je souhaitais échanger avec vous. J'espère que vous êtes nombreux à avoir aimé la chronique d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Ça nous fait un point d'échange parce que de la contradiction, on nous disait à l'école, jaillit la lumière. En tout cas, de nos discussions contradictoires, va sortir certainement la solution pour que notre pays avance. Personne n'a la science infuse, personne n'a l'intelligence absolue pour dire qu'il n'y a que sa voix qui compte. Tous les Congolais reconstruiront le Congo. Tous les Congolais ont le droit de parler. Et moi, je trouve courageux et je les félicite. Tous ces élèves qui disent attention, ça ne va pas. Il faut les écouter. Il faut vraiment les écouter et prendre le problème à bras le corps. Tous les spécialistes du foot et du sport qui disent ça ne va pas. Il faut les écouter. On n'a pas besoin des dirigeants arrogants. Au contraire, on a besoin des dirigeants qui sont dans l'empathie, dans l'écoute, dans la compréhension et dans la co-construction des solutions. Quand on voit ces malades, c'est triste. Moi, j'ai vu ce monsieur avec ses 2 bébés à l'hôpital Adolphe Cissé autour des problèmes de soins et des bouteilles d'oxygène. Ce n'est pas possible. L'argent avec lequel on va acheter des bouteilles d'oxygène, ce n'est pas le salaire du médecin. Ce n'est pas le salaire du directeur de l'hôpital. C'est l'argent public. Il faut qu'on enseigne la notion de l'argent public aux populations pour que les populations comprennent. Quand on dit le pétrole du Congolais, ah non, ils ont pétrole en Ghané à Sassou. Et Ben Bikia, pétrole dans le Congo, il a dit pétrole à Sassou. Faux! Archi faux! C'est le pétrole des Congolais. Les minéraux du Congo, ce n'est pas la propriété de Pierre Oba avec ses enfants pour distribuer comme ça les permis de construction. Monsieur Gilbert Ondongo, comment avec un ministre qui distribue les permis de construction, d'exploitation des mines, on ne sait pas combien les mines rapportent à la comptabilité publique. Vous allez vous développer avec quels moyens? C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça, mes chers compatriotes. Donc, ne cessez ni de nuit ni de jour de vous battre. Se battre, ne serait-ce que dénoncer. Se battre, ne serait-ce que parler. Les élèves qui parlent, c'est déjà ça, le combat politique. Ces femmes-là qui parlent, c'est déjà ça, le combat politique. Mais sachez-le, le fruit est mûr. Il faut maintenant qu'on secoue l'arbre pour que le fruit tombe. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques et j'espère que la libération du Congo, c'est vraiment pour très, très, très bientôt. Bonne journée et bon courage à vous.